1820. Une plantation sucrière en Louisiane. Le silence des champs de canne fut brisé, non par un orage, mais par un règlement de compte soudain et brutal. Eliza, tel était le nom de la femme qui, armée d'une lourde poêle en fer et d'un esprit forgé dans les feux du désespoir, changea à jamais le destin de la plantation du bois. Une femme à la fin de la vingtaine, une domestique dont le comportement discret cachait des années de tourments inimaginables, elle était liée par les règles tacites d'un monde cruel. Mais cette nuit-là, Eliza ne resta pas silencieuse. Elle ne s'agenouilla pas. Elle ne pardonna pas. Eliza grava la terreur dans la chair et laissa des ombres sur chaque mur. Ceci était la véritable histoire d'Eliza, une esclave qui décida que cette nuit sans lune ne serait pas une nuit de désespoir, mais de justice. Dites-moi, d'où écoutez-vous en ce moment? Ces histoires furent autrefois réduites au silence. Votre voix s'assure qu'elle ne soit pas de nouveau ensevelie. Le soleil s'abattait sur les champs de canne de Belle-Rêve, la vaste plantation sucrière de M. Dubois, avec une ferveur implacable en 1820. C'était une chaleur qui s'infiltrait dans les os, asséchait la gorge et, pour ceux comme Eliza, semblait consumer tout espoir. Eliza était née dans cette chaleur, dans le rythme de la canne, le cliquetis de la sucrerie et le désespoir silencieux qui s'accrochait aux quartiers d'esclaves comme l'air humide. Sa mère, une femme silencieuse nommée Sarah, avait été blanchisseuse, ses mains perpétuellement plongées dans la lessive et l'eau chaude, son dos courbé sur des planches à laver jusqu'à ce que sa colonne vertébrale s'incurve comme un point d'interrogation. Eliza se souvenait peu de son père, seulement qu'il avait été vendu au sud quand elle était une enfant en bas âge, laissant une blessure béante dans le cœur de sa mère, qui ne guérit jamais vraiment avant qu'elle aussi ne soit emportée par la fièvre. Dès son jeune âge, Eliza fut remarquée pour ses mains douces et son esprit vif. Elle apprenait vite, était observatrice et possédait une force tranquille que M. Dubois, un homme qui croyait pouvoir lire les âmes, prenait pour de la docilité. À 10 ans, elle fut introduite dans la maison principale, d'abord pour aider la cuisinière, puis pour épousseter les meubles ornés, et enfin, pour servir à la table du maître. La maison était un monde d'acajou poli, de lourdes tentures et de tintements d'argent, un contraste frappant avec les planchers de bois brut et le strict nécessaire des cabanes d'esclaves. Ici, Eliza apprit le langage subtil de la maisonnée, le placement précis d'une fourchette, la température du café, les désirs inavoués dans le regard d'un maître. Elle se mouvait comme un fantôme, ses pas légers ne troublant à peine l'air, sa voix un doux murmure lorsqu'elle parlait. Elle apprit à anticiper, à disparaître, à se rendre maison, à l'écart des autres domestiques. Il n'élevait jamais la voix, ne laissait jamais de marques visibles sur sa peau, mais les marques sur son âme étaient plus profondes que n'importe quel fouet ne pourrait infliger. Il savourait sa terreur, la façon dont son corps se tendait, la façon dont ses yeux suppliaient sans mots. Il prit son absence de lutte apparente pour de l'acceptation, son silence pour de la complicité. Il lui disait qu'elle était sienne, une possession, un réconfort, une gardienne de secrets. Le tribut psychologique fut immense. Eliza se replia davantage sur elle-même. Ses journées étaient un flou de corvée, ses nuits un tourment d'appréhension. Elle se mouvait dans la maison comme un fantôme, son visage un masque, ses yeux creux. Les autres personnes asservies dans les quartiers, en particulier les femmes plus âgées, virent le changement. Elles reconnaissaient les signes, le regard hanté révélateur dans ses yeux, la façon dont elle évitait le contact visuel, le léger tremblement de ses mains,
lorsqu'elle pensait que personne ne regardait. Des murmures la suivaient, de doux murmures de sympathie qui ne faisaient qu'accentuer son isolement. Elle savait, mais elle ne pouvait rien faire. Leur propre vie était trop précaire, leur propre famille trop vulnérable pour défier M. Dubois. Le silence autour d'Eliza n'était pas seulement le sien. C'était le silence suffocant d'une communauté entière, paralysée par la peur. Eliza s'accrochait au petit réconfort. La chaleur du poêle de la cuisine, l'odeur du pain fraîchement cuit, les brefs instants volés de conversation avec d'autres domestiques, bien que même ceux-ci lui semblaient souillés. Elle trouvait du réconfort dans les tâches qui exigeaient de la précision, comme polir l'argent ou arranger des fleurs, permettant à son esprit de se concentrer sur autre chose que sa souffrance. Pourtant, même dans ces moments, le toucher fantôme de M. Dubois, le bruit de ses pas, le cliquetis de son trousseau de clés, pouvait lui faire passer un frisson de glace. Une tempête se préparait en Eliza, une tempête lente et grandissante qui commença comme une minuscule étincelle de défi dans le coin le plus profond et le plus gardé de son être. Elle n'était pas née de l'espoir, mais du désespoir absolu. Un soir, après que M. Dubois l'eut renvoyée de sa chambre, elle se retrouva dans le couloir sombre, la grande maison silencieuse autour d'elle. Elle regarda son reflet dans un miroir poli sur le mur, son visage émacié, ses yeux vides. Elle reconnaissait à peine la femme qui la regardait en retour. À cet instant, quelque chose changea. Le silence qui lui avait été imposé, le silence de la soumission, commença à se transformer en un silence de résolution. Elle réalisa que son corps, son esprit, ne lui appartenait pas à donner, mais qu'il n'était pas non plus entièrement à lui de prendre, chambre presque immédiatement après le repas. Eliza débarrassa la table, lava la vaisselle, puis, avec une lenteur délibérée, commença à préparer la cuisine pour le matin. Elle envoya le jeune personnel de cuisine à leur quartier, invoquant un besoin de calme. La maison devint silencieuse, hormis le chant lointain des grillons et le bruissement occasionnel des feuilles à l'extérieur. M. Dubois était dans son bureau, comme elle l'avait anticipé. Une mince fente de lumière s'échappait de sous la porte. Eliza attendit, son cœur battant un rythme bas et régulier, un rythme de détermination. Elle passa devant la cheminée du salon, ses yeux se posant brièvement sur le crochet où pendaient habituellement les clés du maître. Elles étaient là, luisantes et ternes dans la faible lumière, une petite victoire déjà. La lourde poêle en fer reposait sur le poêle, une sentinelle silencieuse. Elle prit une profonde inspiration, l'odeur de jasmin et de fumée de cigare rance emplissant ses poumons. Sa main tendit vers la poêle, ses doigts se refermant autour du manche, avec une prise qui semblait à la fois étrangère et profondément juste. Elle marcha vers le bureau, ses pieds nus ne faisant aucun bruit sur les planchers polis. Le silence de la maison était profond, une vaste chambre résonnante qui retenait chacun de ses souffles. Elle s'arrêta devant la porte, écoutant. Le grattement de sa plume, le léger froissement de papier. Il était seul. Il était vulnérable. Son esprit était un espace singulier et clair, purgé de la peur, rempli uniquement de la logique froide et dure de son objectif. Auriez-vous fait la même chose à sa place? À quoi auriez-vous pensé à cet instant, connaissant le précipice sur lequel vous vous teniez? Elle poussa la porte lentement, juste assez pour se glisser à l'intérieur. M. Dubois leva les yeux, surpris, ses yeux bleus pâles se rétrécissant.
Il ouvrit la bouche, peut-être pour la réprimander de son intrusion, peut-être pour donner un ordre. Mais aucun mot ne sortit. Eliza leva la poêle, non pas dans une frénésie, mais avec un mouvement délibéré, presque rituel. Le premier coup fut rapide, silencieux et décisif, le frappant à la tempe. Il haleta, un son court et étranglé, ses yeux s'écarquillant dans un mélange de surprise et d'horreur naissante. Il s'affala en avant, renversant une pile de registres qui se dispersèrent sur le sol, son verre de brandy basculant et déversant son contenu sombre comme du sang. Eliza n'hésita pas. Le feu qui couvait en elle depuis si longtemps flamboyait maintenant dans ses yeux, un brasier dévorant. Elle frappa encore et encore, jusqu'à ce que la lourde poêle devienne légère dans ses mains, jusqu'à ce que le silence de la pièce ne soit brisé que par le bruit sourd et écœurant du métal sur la chair, et ses propres respirations haletantes. Il n'y avait aucune joie dans l'acte, aucune catharsis de la colère, seulement une nécessité brute et implacable. Chaque coup était une réappropriation, un cri défiant contre les années de silence imposé, un façonnage d'un avenir qui ne serait plus dicté par sa volonté. Quand elle s'arrêta enfin, ses bras endoloris, sa respiration venant par halètements saccadés, M. Dubois gisait immobile, parmi les papiers éparpillés, ses yeux pâles fixant le plafond d'un regard vide. La pièce était lourde de l'odeur du brandy renversé, du sang et de l'âcre métallique de la mort. Ses mains tremblaient maintenant, l'adrénaline commençant à se retirer, laissant une douleur froide et creuse. Elle regarda le corps, puis la poêle, puis ses propres mains. Elles n'étaient pas tachées, mais elle avait l'impression de l'être. Se mouvant avec un dessin sombre, elle se rendit rapidement à la cheminée du salon. Le lourd trousseau de clés y pendait toujours. Ses doigts se refermèrent dessus, le métal froid contre sa peau. Elle détacha la grande clé maîtresse ornée, celle qui ouvrait la porte arrière du jardin, et la glissa profondément dans la poche de sa robe. Les clés restantes, elle les laissa tomber sur le sol, près de la porte du bureau, faisant en sorte que cela ressemble à une chute pendant une lutte. Elle ne s'enfuit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle se déplaça avec une efficacité silencieuse, ne laissant aucune trace évidente de sa présence, autre que la scène horrible elle-même. Elle essuya la poêle avec un chiffon jeté, puis la remit sur le poêle de la cuisine, comme si elle n'avait jamais quitté sa place. Elle redressa une chaise, ferma une fenêtre qui était légèrement entr'ouverte, créant l'illusion d'une nuit tranquille, violemment interrompue, plutôt qu'un acte de vengeance planifié. Son esprit, étonnamment calme, se concentra sur les détails, les petits actes de diversion. Puis, elle se dirigea vers la porte arrière, la clé maîtresse lourde dans sa poche. Cela ressemblait à une petite promesse froide. Elle déverrouilla la lourde porte en bois, le cliquetis résonnant fortement dans le silence, et sortit dans la nuit humide de Louisiane. Les champs de canne s'étendaient devant elle, une étendue sombre et bruissante sous le ciel sans étoiles. Elle ne regarda pas en arrière. Elle marcha simplement, se fondant dans les ombres, un fantôme prenant congé d'une maison qui avait été sa prison. La découverte eut lieu à l'aube, lorsque le premier domestique arriva pour allumer les feux de la cuisine. Le cri perçant et brut déchira la quiétude matinale, réveillant toute la plantation. Le chaos éclata. Le shérif fut appelé de la ville la plus proche, un homme bourru et corpulent, nommé adjoint Thibodeau. Son enquête fut rapide,
superficielle et préjudiciable. Un maître assassiné par une esclave, c'était une affaire classée dans son esprit. Les registres éparpillés, le verre de brandy renversé, la clé, maîtresse sur le sol, tout indiquait une lutte, peut-être un vol. Mais Eliza était partie. Son absence était la seule preuve dont ils avaient besoin. Une chasse à l'homme fut lancée. Des cavaliers ratissèrent les champs de Cannes, les marais, les rives. Des descriptions d'Eliza, une domestique tranquille et discrète, furent diffusées, mais elle avait disparu aussi complètement que si la terre l'avait avalée. Les jours se transformèrent en semaines, les semaines en mois. Les registres officiels de la plantation Belle-Rêve, méticuleusement tenus dans les grands livres de M. Dubois, la désignaient simplement comme fugitive, présumée morte. La véritable histoire, tout le poids du tourment qu'elle avait enduré, la justice délibérée et de sang-froid qu'elle avait exercée, fut effacée, réécrite par le récit commode d'une esclave rebelle. Mais les histoires comme celle d'Eliza ne sont pas vraiment ensevelies par les registres officiels. Et elles perdurent dans les murmures de la communauté asservie, transmises de génération en génération, à voix basse autour des feux de fin de soirée. Les vieilles femmes parlaient d'elle avec un mélange d'admiration et de peur, son nom devenant une légende, un conte d'avertissement et une source d'espoir défiant. Elle disait qu'elle marchait comme une prophétie accomplie, un esprit de colère. Certains affirmaient qu'elle était allée vers le nord, d'autres qu'elle avait trouvé refuge au fond du bayou, vivant parmi les marrons, enfin une femme libre. D'autres encore croyaient que son esprit hantait les champs de Cannes eux-mêmes, une sentinelle silencieuse contre l'injustice. La vérité de son évasion, de son destin ultime, demeura un mystère, enveloppé dans les brumes du temps et la suppression délibérée des puissants. La plantation du bois, dépouillée de son maître, s'effrita lentement. Madame Dubois, déjà fragile, s'éteignit en moins d'1 an, consumée par le chagrin, et peut-être une compréhension silencieuse et tacite des actes monstrueux de son mari. Le domaine passa finalement à des parents éloignés qui, incapables de gérer son immensité et l'agitation croissante parmi les esclaves, le vendirent par parcelles. Belle-Rêve, le beau rêve, devint une ombre brisée de son ancien soi, sa grande maison tombant en ruine, ses champs finissant par être envahis par la végétation. La lourde clé maîtresse, celle qu'Eliza avait prise, ne fut jamais retrouvée. Mais dans le folklore de la région, parmi les descendants de ceux qui avaient peiné à Belle-Rêve, la clé devint un symbole. Ce n'était pas seulement une clé pour une porte, mais une clé vers un autre type de liberté, une liberté forgée dans la défiance, un silence brisé par un acte unique et décisif, l'histoire d'Eliza, la domestique silencieuse qui transforma une poêle en un instrument de justice, perdura, une mélodie murmurée contre la dure discorde de l'histoire, ça, parfum de la décomposition et de la tristesse oubliée. Mais dans les quartiers d'esclaves, abandonnés depuis longtemps et reconquis par la tenace végétation louisianaise, un vent différent souffle. Il porte non pas la poussière des registres oubliés, mais les échos du nom d'une femme, murmurés d'une génération à l'autre. Eliza. Son acte, effacé de chaque document officiel, gravé dans la mémoire collective d'un peuple qui comprenait le vrai sens de la justice. La clé maîtresse qu'elle emporta dans le bayou, un morceau de métal froid, ouvrit non seulement une porte vers la liberté, mais une porte vers une histoire qui refusait de mourir.
Elle devint un symbole que les actes de défi les plus profonds ne sont pas toujours enregistrés dans les livres d'histoire, mais gravés dans l'âme même d'une communauté, un témoignage vivant d'une vérité trop puissante pour être réduite au silence, résonnant à travers les champs de Cannes comme un hymne oublié, brisant à jamais le calme. Son histoire, un témoignage de l'esprit indomptable, devint une rébellion silencieuse, une promesse murmurée dans l'obscurité que certaines vérités, une fois libérées, ne peuvent jamais être véritablement rattrapées. Madame Dubois, quant à elle, sembla dépérir sous le poids du décès de son mari. Déjà femme fragile, le choc associé à la connaissance tacite, peut-être inavouée, de la vraie nature de son mari, sembla accélérer son déclin. Elle quittait rarement sa chambre, son teint déjà pâle devenant cendré, ses yeux cernés. Elle parlait à voix basse, souvent à elle-même. Forces invisibles et du poids du péché. La maison, autrefois remplie des sons amortis de sa présence, résonnait maintenant de son absence. Sa femme de chambre, une femme nommée Clara qui l'avait servie pendant des années, se souvenait d'avoir entendu Madame Dubois murmurer à propos de « une ombre qui se souvenait de chaque blessure », une phrase qui résonnait étrangement avec la compréhension naissante de la communauté concernant Eliza. Clara, une femme gentille qui avait souvent offert de petites bontés à Eliza, comme du tissu supplémentaire pour une robe ou un bol de bouillon chaud, en comprenait plus qu'elle ne le laissait paraître. Elle voyait la vérité reflétée dans les yeux hantés de Madame Dubois, la reconnaissance silencieuse des abus du maître qui avait imprégné les murs même de la maison. La plantation elle-même commença à dépérir. Sans la poigne de fer de M. Dubois, l'ordre méticuleux qu'il avait imposé commença à se déliter. Les rendements de canne à sucre diminuèrent, la machinerie de l'usine gémissait de négligence, et les registres méticuleusement tenus, autrefois sa fierté, gisèrent abandonnés et accumulant la poussière. Les parents éloignés qui héritèrent de belles rêves étaient des gens de la ville, mal équipés pour gérer une entreprise aussi exigeante. Ils ne virent que le fardeau financier, non le coût humain qui avait bâti sa richesse. En quelques années, la grande maison se tenait abandonnée, sa peinture s'écaillant, ses fenêtres sombres et vides, comme des yeux inoccupés fixant les champs envahis par la végétation. Le sol même semblait rejeter le labeur de son passé. La terre elle-même témoin des horreurs qu'elle avait endurées. La conséquence économique de la mort de Dubois, déclenchée par l'acte d'Eliza, fut le délitement d'un empire bâti sur le dos des esclaves. Et qu'en fut-il d'Eliza? Le bayou, un labyrinthe d'eau et de feuillage dense, devint son sanctuaire et son défi. Elle apprit à naviguer dans ces courants traîtres, à distinguer les plantes comestibles des vénéneuses, à chasser le petit gibier. Elle devint adepte du mouvement silencieux, une compétence affûtée au manoir, servant maintenant un but différent, la survie. Il y eut des murmures selon lesquels elle aurait trouvé une communauté de marrons, des personnes auto-émancipées qui avaient forgé une vie dans les profondeurs cachées du marais, créant leur propre poche de liberté. Il parlait d'une femme qui arriva comme un murmure dans la nuit, ne portant rien d'autre qu'une clé et une histoire. Cette clé, la clé maîtresse de Belles Rêves, devint un symbole parmi eux. Ce n'était pas seulement une clé pour une maison, mais une clé vers la liberté, vers le défi, vers un passé qui avait été brisé mais non détruit. L'histoire d'Eliza, estompée par le temps et la menace constante de la découverte, devint partie intégrante de la tapisserie culturelle de la région. Elle fut chantée dans des spirituals discrets,
tissée dans le tissu des courtes pointes et racontée sous des cieux sans lune. Les détails exacts de son évasion, de son voyage et de son destin final demeurèrent un mystère magnifique et obsédant. Mais le cœur de son histoire, la femme silencieuse, le maître brutal, la poêle ordinaire et l'acte unique et décisif de justice, resta intact. C'était un témoignage de la puissance durable de l'esprit humain, un phare de résistance dans les moments les plus sombres. La vérité de ses actions, effacée des pages officielles de l'histoire, perdura dans les cœurs et les esprits de ceux qui se souvenaient, une vérité étouffée qui refusait d'être réduite au silence, résonnant comme un hymne oublié à travers les générations. Si cette histoire vous a marqué, assurez-vous qu'elle atteigne d'autres personnes qui ont besoin de l'entendre. Le vent murmure toujours à travers les restes squelettiques de l'ancien manoir du bois, portant le parfum de la décomposition et de la tristesse oubliée. Mais dans les quartiers d'esclaves, abandonnés depuis longtemps et reconquis par la tenace végétation louisianaise, un vent différent souffle. Il porte non pas la poussière des registres oubliés, mais les échos du nom d'une femme, murmurés d'une génération à l'autre. Eliza. Son acte, effacé de chaque document officiel, gravé dans la mémoire collective d'un peuple qui comprenait le vrai sens de la justice. La clé maîtresse qu'elle emporta dans le bayou, un morceau de métal froid, ouvrit non seulement une porte vers la liberté, mais une porte vers une histoire qui refusait de mourir. Elle devint un symbole que les actes de défi les plus profonds ne sont pas toujours enregistrés dans les livres d'histoire, mais gravés dans l'âme même d'une communauté, un témoignage vivant d'une vérité trop puissante pour être réduite au silence, résonnant à travers les champs de Cannes comme un hymne oublié, brisant à jamais le calme. Son histoire, un témoignage de l'esprit indomptable, devint une rébellion silencieuse, une promesse murmurée dans l'obscurité que certaines vérités, une fois libérées, ne peuvent jamais être véritablement rattrapées.